Chers amis, bonjour, vous êtes bien, vous êtes très bien sur TV Liberté. Bienvenue dans le nouveau numéro du Plus d'éléments, l'émission de la revue des idées pour la civilisation européenne. Aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses, puisque le dernier numéro, le numéro 178, est très riche. Alors, pour m'accompagner dans cette émission aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir évidemment notre ami Pascal Esric. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Éléments. Bonjour Pascal, bonsoir ou bonjour, peu importe. Patrick Luzinski, qui est notre directeur artistique. Ludovic Maubreuil, vous êtes le monsieur cinéma d'Éléments, entre autres choses, entre autres qualités. Et enfin, notre grand reporter, notre homme de voyage et d'aventure, Christophe, André, Alain, Alexis, Maxime. Bonjour Christophe. Salutations. Merci. Alors, je vais me tourner, chers téléspectateurs, vers le directeur de la rédaction, Pascal Esric. Éléments fait le buzz en ce moment depuis que vous avez fait un entretien avec André A. Kotarac, ou Kotarac, je ne sais pas comment on le prononce, Kotarac, qui est une jeune pousse, un jeune cadre de la France Insoumise, et qui, Horresco Referens, vient de rallier, ou vient d'appeler en tout cas à voter pour la liste de Jordan Bardella. Alors c'est vrai que ça fait le buzz, les gens s'étonnent, etc. Pourquoi avoir fait cet entretien ? Il faut ajouter aussi que ça rentre dans le cadre d'un petit dossier d'Éléments. Exactement. Voilà. Alors, ce dossier, nous l'avons fait, nous traitons de la question du populisme depuis très longtemps en réalité. Je rappelle que depuis 15 ans, depuis les premiers travaux de Laclos et de Chantal Mouffe, Alain de Benoît était le premier, bien avant que Jean-Luc Mélenchon soit même quitté le Parti socialiste. Éléments s'est intéressé à la question du populisme et du populisme de droite et du populisme de gauche. Et donc finalement on a assisté à la naissance du populisme de gauche dans Éléments, et là on accompagne l'acte de décès du populisme de gauche. Alors pourquoi Andrea Kotarac a choisi Éléments, nous a donné cet entretien? Je pense que, comme tous les gens de sa génération, Andrea Kotarac, il a 29 ans, comme tous les gens de sa génération, dans cette génération, Éléments s'est imposé. Éléments s'est imposé comme le lieu de débat et d'études, surtout, sur le populisme. Et donc, il lui paraît naturel de s'exprimer dans Éléments. Et nous, parce que c'est lui qui vous a contacté, je crois. Alors, il a voulu s'exprimer dans Éléments. Voilà. Et donc, nous, on a accompagné finalement cette démarche, parce que voilà bientôt au moins 3 ou 4 ans qu'on s'intéresse à la fois au populisme de gauche et on suit l'actualité de la France Insoumise, on suit cette actualité-là. Donc pour lui, c'est tout à fait naturel. Et donc ça nous permet aussi d'imposer Éléments comme la revue où on peut faire exploser les clivages droite-gauche, comme Éléments s'engage à le faire depuis des années. Mais ce populisme de gauche, en quoi il est intéressant, en quelques mots, pour nos auditeurs, nos téléspectateurs? En quoi il vous a intéressé? Il nous a intéressé, c'est le populisme de gauche, il a à peu près 15 ans, 10-15 ans. Il nous a intéressé comme un moment politique. Le populisme de gauche, d'ailleurs, c'est un oxymore, parce que le populisme se définit au-delà du clivage. Et je pense que ce moment politique, ça nous a intéressé parce qu'il pouvait y avoir à la fois des passerelles, ça pouvait être une arme contre la classe à la fois politique, médiatique, et c'est la raison pour laquelle nous y sommes intéressés. Patrick Luzinski, peut-être quelques mots sur le populisme de gauche, parce que je crois que c'est un sujet qui vous intéresse. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est que le dossier montre que il y a eu échec, faut être clair. L'un des articles explique très bien que ça soit du côté de l'Espagne chez Podemos ou en Allemagne, ce populisme de gauche a montré ses limites. C'est-à-dire qu'intellectuellement, il y a eu quelque chose qui s'est passé. On l'a vu. Les premiers, en fait, c'est à Podemos, qui effectivement avait travaillé sur les travaux de Chantal Mouffe et de Laclos.
c'est pas inintéressant parce que si on devait faire l'historique, c'est vis-à-vis de l'Argentine et vis-à-vis des intellectuels argentins qui viennent d'une longue tradition syndicaliste de droite, je veux dire qui n'est pas le syndicalisme de droite de l'Europe, que vient ce populisme. Aujourd'hui, c'est effectivement un échec. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est que, et je pense que l'équipe de Mélenchon ne l'a pas vu venir, c'est qu'au moment où ils se sont engagés là-dedans, ils ont fait venir en fait des jeunes étudiants, des gens qui se sont engagés politiquement, qui ont trouvé très intéressant, qui ne venaient pas de cette culture de gauche marxiste, trotskiste, comme c'était l'habitude. Progressiste, on va dire. Progressiste, etc. Et que là, on voit que ces gens-là, on est quand même dans un système, je pense, la France insoumise, où il y a le côté très trotskiste, où on met des barrières. Hein. Il est hors de question que ces petits jeunes disent n'importe quoi. Donc ils sont en train de partir. Et il est très intéressant d'en discuter avec François Bousquet, qui tient la Nouvelle Librairie. Il a ce jeune public qui est venu à la librairie, qui s'intéresse à ce genre d'idées, qui s'intéresse à d'autres penseurs et tout. Et je pense qu'il y a un vrai avenir à avoir, à s'intéresser à ça, quoi. Voilà. Écoutez, merci. J'ajoute d'ailleurs qu'un des maîtres de ce populisme de gauche, un des maîtres du populisme, est Christopher Lasch, et qu'on lui consacrait un entretien. Exactement. Et il y a un entretien sur Christopher Lasch assez important. Il faut le noter. Alors, populisme, narod en russe, se dit le peuple, narod, populisme. Pourquoi je parle le russe tout d'un coup? Non pas parce que nous avons un russe qui va arriver sur le plateau, mais nous avons sur le plateau quelqu'un qui a été en Russie, particulièrement sur une terre qui a enfin retrouvé le giron de la grande nation russe, qui est la Crimée. Vous avez été en Crimée, Christophe. Alors, racontez-nous, parce que vous consacrez un très bel article de voyage, un récit de voyage sur la Crimée. Vous avez été en Crimée il y a quelques mois. Qu'est-ce qui s'est passé en Crimée? Avec qui avez-vous été en Crimée? Qui avez-vous vu en Crimée? Privyet, Olivier François. Alors effectivement, après notre joli petit voyage en Serbie et en ex-Yougoslavie, nous avons fait un périple de plus grande ampleur entre Moscou et la Crimée. Donc nous sommes passés de Moscou, Yalta, Sébastopol, tous ces noms qui résonnent comme autant de mythes. Alors c'était le prétexte, entre guillemets, du voyage, était, au mois de mars 2019, était le 5e anniversaire du référendum d'autodétermination en Crimée, de rattachement de la République autonome de Crimée, qui est un territoire officiellement ukrainien, à la Fédération de Russie. Sachant qu'en Crimée, il y a quasiment une majorité de russophones, pour tout dire de Russes. Je rappelle juste que la Crimée était un territoire qui avait été accordé par Brejnev, d'origine ukrainienne. Khrouchtchev, je crois. Par Khrouchtchev, pardon. À l'Ukraine, et qu'en fait, ça a été un territoire ukrainien très peu de temps. Donc nous avons eu l'occasion de faire un très beau voyage, invité par un groupe d'actuels parlementaires et d'anciens parlementaires français, sous le patronage de dynamique, on peut le dire. Très dynamique, de Thierry Mariani, qui est un habitué des voyages coup de poing aussi, qu'il a fait également en Syrie et dans d'autres régions. Alors c'était une découverte, une rencontre effectivement d'une population de Crimée. Ce qui a été marquant, c'est de découvrir aussi, de passer brièvement à Moscou, cette cité extraordinaire, grouillante, majestueuse, impériale, une cité noire et mordorée, sortie quasiment de planches d'Enki Bilal, quelque chose un coup de massue, vraiment un coup de massue Moscou. Et puis nous nous sommes rendus effectivement en Crimée. Nous avons pris un avion puisqu'il ne peut y avoir que des vols intérieurs, car je rappelle qu'il y a des sanctions de la communauté internationale, il y a une espèce quasiment de blocus et d'embargo. C'est un pays qui est officiellement toujours ukrainien mais qui ne l'est plus. Alors voilà, c'était un parcours. Nous avons été à Yalta, cette petite station balnéaire coquette et nacrée, qui a été le théâtre des signatures. Voilà, effectivement, notamment le palais de Lividia, ancienne résidence d'été du Tsar, et puis où se sont déroulées la conférence de Yalta avec Staline, Churchill, Roosevelt. Nous avons pu aller à Sébastopol. Qui a toujours été une enclave particulière, puisque c'est le cœur de la flotte russe. Donc ça a toujours été un territoire russe. Donc effectivement, il y a les majestueux navires russes, beaucoup de traces de l'Union soviétique encore, puisque la Crimée, c'est un mélange un peu anachronique
écoutez, d'une reconstruction un peu moderne, avec effectivement de l'argent qui arrive, et puis quelques vestiges émouvants, baroques, bizarres, poétiques de l'Union soviétique, à Simferopol, qui est la capitale de la Crimée. Donc c'était un voyage très émouvant, puisqu'il y a eu des grandes manifestations de joie. Effectivement, de joie. Puis de joie, une intensité de joie, avec beaucoup d'enfants, parfois en uniforme, des fanfares, des fanfares à Yalta. C'était très beau. Et puis, bon, la Crimée, il faut juste décrire la Crimée. La Crimée, c'est en bord de la mer Noire. C'est un peu une espèce de Méditerranée du Haut. Un pays très doux, très familier. C'est presque un mélange de Corse et de Provence, un peu esselé. On appelait la Crimée la Riviera slave, je crois. Alors oui, effectivement, puisqu'il y a toujours eu des résidences, notamment à Yalta, il y avait des résidences de dignitaires. C'est un pays qui était un peu oublié, une belle endormie. Donc nous avons vu ça avec des ciels métalliques bleus superbes, des lumières merveilleuses. J'ai croisé à un moment donné, près de Yalta, la statue, quasiment le fantôme de Tchekhov. Donc une très grande émotion. Et puis, c'est un peu ce voyage avec quelques députés plutôt d'origine souverainiste et gaulliste qui étaient là, des vieux routiers de la politique. Et on nous a presque fait miroiter à la fin la rencontre du grand homme, du président Poutine. Et un peu à la dernière minute, effectivement, nous avons eu la chance, alors moi, j'ai vu un peu plus de loin, nous avons eu la chance, effectivement, au moment de cette cérémonie d'anniversaire, qui était un grand raout quand même médiatique, avec les télévisions russes et autres, effectivement, nous avons, nos députés, mes députés, comme je les appelle presque affectueusement, ont rencontré Vladimir Poutine, qui leur a accordé un entretien de presque 1 heure, voilà, qu'on découvrira sur les images, parce que je suis en train de finir de réaliser ce grand film reportage documentaire qui paraîtra dans ce numéro d'éléments qu'on pourra découvrir dans pas très longtemps. Voilà. Donc, vous m'avez dit aussi la Crimée, quelques bons souvenirs gastronomiques. On peut alors effectivement, parce que les conditions du voyage étaient très agréables. Il y a quelques spécialités en Crimée, comme leurs fameuses tomates. Et effectivement, on a eu l'occasion d'avoir des plats typiques russes. On a également eu la chance de visiter une merveilleuse cave du côté d'Yalta, dans les montagnes. Une espèce de château étrange avec des caves merveilleuses. Il y a quelques photos dans le numéro d'éléments. On voit des bouteilles extraordinaires du 19e siècle, du tsar, des dignitaires soviétiques, dans des odeurs presque de muscat sucré, dans des voûtes. Ce n'est pas une Russie polaire, ce n'est pas une Russie blanche, c'est vraiment la Russie, encore une fois, comme un peu presque méditerranéenne. Nous étions passés par Moscou, où au mois de mars, il restait quelques blocs de glace, quelques neiges. Il y a d'ailleurs une tombée de flocons de neige merveilleuse. Comme moi, je résidais dans l'un des 7 gratte-ciel de Staline, à l'hôtel Ukrainia, qui sont des monuments extraordinaires, presque pyramidaux, de science-fiction archéo-futuriste, hein, quasiment. Moscou, c'est un décor de cinéma, c'est Hollywood, avec des couleurs chamarrées, bariolées. La place rouge, la nuit, c'est féerique, c'est irréel. Voilà, et donc de la neige, la Crimée, bon, bah, c'est une petite Méditerranée, donc c'est un climat très doux, très familier. Voilà. Écoutez, merci, ça nous donne envie d'aller dans effectivement, dans cette région. Allez-y, c'est pour donner envie. Il faut encourager le tourisme. C'était merveilleux. Il faut encourager le tourisme en Crimée, je pense. Est-ce que c'est possible? On peut y aller facilement? Alors, c'est très compliqué, je crois. Alors, il ne faut pas passer par l'Ukraine, puisque la frontière est fermée. On peut se rendre en Crimée. Je crois que la situation politique est en train d'évoluer, puisque notamment un certain nombre de parlementaires et de sénateurs français veulent voter la levée des sanctions. L'Union européenne, par son mode de vote, bloque ça. Donc, je pense que la France a un avenir de partenariat avec la Russie. Il faut aider ces gens de Crimée à sortir, parce que les jeunes étudiants, même certains jeunes parlementaires de Crimée, ne peuvent pas sortir du territoire. Il y a des sanctions. Et ajoutons que c'est un pays aussi... Élément est une revue de reportage, puisque dans ce même numéro... Il faut le dire, il y a un merveilleux reportage aussi sur la Chine de notre ami Slobodan Despot. Entre Confucius et George Orwell. Un très grand tout à fait intéressant, en effet. Merci de me l'avoir rappelé. Alors, je me tourne vers Ludovic Maubreuil. Ludovic Maubreuil, puisque c'est la revue de la civilisation européenne, mais nous touchons à la fois à la politique, au voyage, mais aussi au cinéma, qui a toujours une place centrale depuis l'époque, mais c'est toujours l'époque de Michel Marmin, il y a toujours une place centrale pour le cinéma, et là, vous avez fait un entretien avec un réalisateur assez méconnu, malgré tout, qui a construit son œuvre un petit peu à la marge des grands circuits, qui est Paul Vecchiali. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, qui est Paul Vecchiali? En quoi c'est une œuvre importante?
Oui, justement, je regardais l'accroche là sur la couverture sur Andrea Cotarac, un insoumis vraiment insoumis, et je me suis dit que s'il y avait un cinéaste qui méritait bien ce qualificatif d'insoumis, c'est bien Paul Vecchiali. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de cinéastes dérangeants, hein, qui brisent les codes, qui cassent les tabous, mais c'est en général des insurgés en toc, hein, qui filment exactement comme il faut, qui ont leur thématique subversive homologuée, et qui sont en fait voilà, des rebelles dans les clous, alors que lui, et ça fait plus de 50 ans que ça dure, il fait vraiment un cinéma qui contourne le cinématographiquement correct, parce que son insoumission à lui, elle n'est pas factice, elle naît de ses fidélités, et tout particulièrement de sa fidélité au cinéma populiste, pour le coup, des années 30. Hein, tous ces mélodrames flamboyants. Hein, vous dites d'ailleurs, vous dites dans l'accroche de l'entretien que c'est un peu le point, la convergence, le lien entre le cinéma populiste, populaire et la nouvelle vague, Paul Vecchiali. Oui, il fait le lien entre les deux. C'est ça, parce que lui, il est resté fidèle à un cinéma déjà qui ose la rupture de ton. Parce que la vie c'est ça, et puis qui filme avec candeur, avec une certaine franchise, même si parfois ça coince un peu, hein, c'est pas toujours des films faciles d'accès. En tout cas très loin, oui, du cinéma un peu socio-éducatif, hein, qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà, il a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions sur ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas dans le cinéma d'aujourd'hui et d'hier. C'est assez polémique parfois, hein, parce qu'il déteste Sacha Guitry, Charlie Chaplin, il est très critique sur Jean Renoir, c'est pas quelqu'un qui a sa langue dans la poche, c'est d'ailleurs stimulant, même si on n'est pas obligé d'être évidemment en accord avec les propos de Paul Vecchiali. Tout à fait, il avait écrit un recueil, hein, une sorte de dictionnaire qui s'appelle l'Encyclopédie, sur justement ce cinéma des années 30, où il remet à l'honneur des cinéastes un peu oubliés, un peu méprisés, et à l'inverse, où il critique parfois durement des cinéastes qualifiés, enfin, souvent intouchables. Hein. Sur Renoir, par exemple. D'ailleurs, dans l'entretien, il revient sur quelques scènes qu'il n'aime pas dans son cinéma. Notamment dans La Bête humaine. Voilà, exactement. Sur Charlie Chaplin. Sur Chaplin, il est même très critique. Hein. Lui, il est plutôt dans le conflit. Buster Keaton. Voilà. Chaplin, il est vraiment du côté de Keaton. Mais sur les cinéastes d'aujourd'hui, je pense à Jacques Audiard en particulier, il reste aussi très critique. Je ne sais plus quel âge il a, mais il a plus de 80 ans, et il est en train de tourner son nouveau film. Hein, est-ce que vous pourriez citer pour nos téléspectateurs quelques films importants de Paul Vecchiali qu'il faudrait absolument voir? Oui, pour se faire une idée un peu de son œuvre. En hommage à ces fameux mélodrames flamboyants des années 30. Hein, il en a fait lui aussi. Hein, il a fait Corps à cœur, qui est un très beau film sur les amours d'un garagiste et d'une pharmacienne. Il a fait au populisme là. Voilà, il a fait aussi, alors ce film qui dira peut-être quelque chose aux téléspectateurs, Rosa la Rose, fille publique. Ça, c'est un film des années 80 qui se passe dans le quartier des Halles, qui était un quartier tout neuf, on va dire, à l'époque, et qui est aussi un très beau mélodrame sur une prostituée qui découvre la souffrance en même temps que l'amour. Et puis, alors, dans les années 70, il a fait des films peut-être plus politiques, et notamment La Machine, c'est une sorte de film enquête sur un homme qui est accusé d'avoir tué une petite fille, et qui est très bien pour comprendre un petit peu l'instrumentalisation sociale, l'oppression médiatique. C'est un film qui est assez fort sur ce domaine-là. Et puis ça a été, je pense, le premier à faire un film sur le sida, au début des années 80, avec le film Encore. Donc quelqu'un qui n'est pas un cinéaste nostalgique, même s'il rend hommage et que la nostalgie, il y a des vertus de la nostalgie, mais aussi quelqu'un qui est en prise avec l'époque et qui en parle, qui nous en parle. Absolument. Il a aussi fait tourner Danielle Darrieux. Ah oui, ça c'est à souligner. Ça c'est vraiment son actrice fétiche. Il dit qu'il a d'ailleurs voulu faire du cinéma parce que à l'âge de 6 ans, je crois, il a vu Danielle Darrieux dans Meyerling d'Anatole Litvak. Et elle a pu tourner avec lui dans les milieux des années 80, je crois, dans le film En haut des marches, qui est un superbe film, où il rend hommage à sa mère, à Danielle Darrieux, qui a le rôle principal, et puis à Toulon, qui était sa ville natale. Ville ô combien d'ailleurs cinématographique, avec Marseille. Exactement. Du Sud. Cher Pascal, peut-être vous voulez rajouter quelque chose sur le dernier numéro d'Éléments. Oui, parce que c'est un numéro très très riche, il faut le dire. Voilà. Et là, je sais très bien ce que vous allez me dire. Il faut absolument parler d'un entretien exclusif et important avec André Maïkine de l'Académie, j'allais dire de la Comédie Française, mais c'est de l'Académie Française. Le grand remplacement en question à propos de son dernier roman. Au-delà des frontières. Au-delà des frontières, voilà. C'est un entretien réalisé avec Alain Lefebvre. Et les photos, c'est Louis Monnier.
le photographe, le grand photographe des écrivains. Ça a été le photographe des plateaux d'apostrophes, etc. Et qui rejoint Élément et qui va donner... qui va nous donner tout son art pour photographier à la fois les écrivains, les penseurs, etc. L'entretien en lui-même est absolument passionnant. Il s'appuie sur son dernier roman, Au-delà des frontières, qui prend pour trame le grand remplacement, en fait, un manuscrit qu'aurait écrit un écrivain identitaire, voilà. Un jeune écrivain identitaire, et c'est le début de son roman. C'est un roman à tiroir, passionnant, labyrinthique, et on ne peut que à la fois s'étonner, je ne sais pas si on peut s'en réjouir, mais en tout cas s'étonner. Les identitaires comme mouvement politique deviennent un sujet littéraire. On pense à Michel Houellebecq, et donc à Mackin. On sent que c'est quelque chose qui travaille les écrivains français. Et donc l'entretien est tout à fait passionnant. Sans absolument aucune langue de bois. Il tire tous les fils, il va jusqu'au bout de la logique à chaque fois. C'est un entretien passionnant. Superbe. Il nous reste quelques minutes pour, si vous avez des choses à rajouter. Le dossier. Oui, le dossier, merci, mais vraiment, où ai-je la tête, mon cher? En effet, le dossier, les juges contre la démocratie, pour en finir avec la dictature du droit, avec notamment un entretien avec un avocat, deux avocats, pardon, mais dont l'un est particulièrement connu des téléspectateurs de TV Liberté, puisqu'il s'agit d'un entretien croisé entre Maître Éric Delcroix, personnage et avocat un peu sulfureux, on va le dire, et notre ami Nicolas Gardère. Exactement. Voilà, sur la question de la liberté, notamment, la liberté d'expression. La liberté d'expression. Alors, Élément a une grande tradition des avocats sulfureux. Nous aimons bien les avocats sulfureux, notamment Jacques Vergès, qui a été à la fois qui a écrit dans Élément et qui nous a donné beaucoup d'interviews, qui a accompagné la vie d'Élément pendant très longtemps. Qui a écrit son dernier texte dans Élément. Et donc Éric Delcroix avait bien évidemment toute sa place face à Nicolas Gardère. Ce qui était intéressant, c'est de les faire se discuter sur la liberté d'expression et sur les lois mémorielles. Et donc c'est à la fois pétillant d'intelligence et malgré tout il y a des points d'accord. Ces deux hommes qui sont radicalement d'une droite radicale, on va exactement, radicalement opposés, et pourtant ils s'accordent sur la multiplication des lois. Des lois qui visent à réprimer la liberté d'expression. Depuis la loi Pleven, ils sont tous les deux, d'ailleurs ils le disent, tous les deux contre la loi Pleven, enfin pour l'abrogation de la loi Pleven. Mais le dossier n'est pas exclusivement sur la liberté d'expression, il est aussi sur le pouvoir des juges, sur l'américanisation, etc., avec une grande étude de 6 pages d'Alain de Benoît, qui pose un petit peu les termes du débat. Et donc c'est un dossier très, très important. Donc je rappelle, à retrouver dans le numéro 178 de la revue Élément. Pour conclure, peut-être quelques mots, parce que je sais qu'il y avait un désir de coup de gueule et de coup de cœur. Juste avant, Ludovic, un coup de cœur. Un coup de cœur, oui, dites-moi, Pascal. C'est pour un entretien avec Jacques Terpan, qui est aussi... Parce que ce numéro est un peu placé... il est tellement riche, cher ami, donc on ne pourra pas parler de tout, mais Jacques Terpan... Disons que ce numéro, il est placé un petit peu sous les auspices de Jean Raspail, puisque à la fois... Et Jacques Terpan a illustré, a adapté en BD, notamment quelques romans de Jean Raspail. Tout à fait. Voilà. Donc Jacques Terpan a retrouvé dans le numéro 178 d'Éléments un coup de cœur ou un coup de gueule, Ludovic, très rapide. Oui, très rapide. C'était juste suite à, vous savez, la pétition américaine contre l'idée qu'on puisse remettre une palme d'honneur à Delon, sous prétexte qu'il avait tenu des propos sans doute un peu trop radicaux pour les chastes oreilles
ces gens-là. En fait, oui, c'était un coup de gueule contre cette dictature-là des minorités, hein, selon l'appellation. Des minorités autoproclamées, d'ailleurs. Autoproclamées, voilà, qui font de leur ressenti, de leur souffrance réelle ou supposée d'ailleurs, de leur vision du monde qui souffre pas de contradictions, qui en font un absolu qu'il faut respecter absolument, et qui sont prêts pour ça à censurer tout ce qu'elles peuvent censurer. Et je crois, bien sûr, la domination patriarcale, l'oppression blanche, l'asservissement hétérosexuel, ils luttent contre tout ça, mais ce contre quoi ils luttent, je pense, à travers leur espèce de besoin de se singulariser toujours plus, c'est contre la simple idée de bien commun. Oui, et contre l'altérité réelle aussi, c'est-à-dire qu'ils veulent être chacun dans des cases, mais que les autres, que les êtres ne se rencontrent jamais. Absolument. Alors moi j'aimerais simplement faire un coup de cœur pour la Nouvelle Librairie et particulièrement pour les soirées de la Nouvelle Librairie, les soirées patrimoniales que j'anime un petit peu avec quelques amis, parce qu'il ne faut pas simplement parler des livres qui est d'actualité, il faut aussi rendre hommage à un certain maître. À la Nouvelle Librairie, nous avons déjà organisé une soirée autour de Pierre Gripari, de Jean Mabir, plus récemment de Vladimir Volkov. Nous allons en organiser d'autres, puisqu'il y a des écrivains ou des auteurs qui parfois entrent dans une sorte de purgatoire, et un écrivain, sa vie aussi, parce qu'il a de nouveaux lecteurs. Donc voilà, venez nombreux, 11 rue de Médicis, régulièrement. Vous retrouverez sur le site de la Nouvelle Librairie toutes les informations pour participer à ces hommages que nous organisons autour de certains auteurs importants. Le prochain sera d'ailleurs le 14 juin, puisque nous organisons une soirée autour de Charles Maurras, avec Axel Tisserand et peut-être Olivier Dard. Et lors de cette soirée seront lus certains poèmes inédit, érotique de Charles Maurras. Ah, voilà. Ah, donc c'était important de le signaler. Érotique. Maurras érotique, mais Maurras était un homme au sang chaud, et nous lirons voilà, certaines évocations érotiques par ce cher Maurras. Quelqu'un veut-il ajouter quelque chose? Nous ne parlerons pas des coups de cœur ni des coups de gueule, non. Christophe. Voilà, nous arrêtons là. C'est la fin de cette émission. Je vous retrouve dans 2 mois pour présenter le prochain numéro d'Éléments. D'ici là, restez bien, vraiment très bien sur TV Liberté. Je vous salue. Bonne lecture. Au revoir.